Bonjour. Cette session, c'est un témoignage personnel. C'est mon témoignage. Et je vais commencer par vous expliquer un petit peu plus qui je suis. Ça vous permettra, je pense, de mettre en perspective ce témoignage. Alors, au départ, j'avais prévu de dire que j'avais 57 ans. Enfin, je vous le dis quand même, j'ai 57 ans. Et en fait, je crois que maintenant, je vais vous dire, je suis née en 321 ppm. Donc là, maintenant, il n'y a plus de doute, vous pouvez faire les calculs, vous pouvez vérifier. J'ai 3 enfants, je vis à Paris, je suis ingénieure de formation. J'ai fait toute ma carrière dans le secteur du numérique. Donc j'ai bossé 10 ans chez IBM. Et j'ai rejoint Octo dans la toute première année de l'aventure Octo. Donc il y a plus de 20 ans. Laure, je te remercie pour la discrétion. Et depuis 7 ans, je tiens le rôle de directrice des opérations. Et depuis 3 ans, j'ai rajouté une nouvelle casquette qui est celle de Chief Sustainable Officer. Donc, ça va être un témoignage. Moi, j'ai eu envie, quand Christian est venu me proposer de parler à l'USI cette année, j'ai eu envie d'illustrer le lien qu'il peut y avoir au quotidien entre ce qu'on vit dans sa vie perso et de ce qu'on vit dans le monde de l'entreprise à partir du moment où on a pris conscience des questions environnementales, quand on a pris conscience des enjeux sociétaux qui sont associés à ces questions environnementales, et à partir du moment où on a commencé à saisir qu'il y avait une urgence à agir. Et en fait, moi, cette prise de conscience, c'était il y a 5 ans. Et depuis cette prise de conscience, j'ai vécu des moments de très forte dissonance cognitive. J'ai vécu des moments de questionnement profond. J'ai vécu aussi des moments où, en fait, j'allais pas si bien que ça. Et puis je vis aussi des moments de joie, des moments d'espoir et des moments où j'ai plein d'énergie. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire qu'au fil de ces 5 dernières années, je me suis forgée des convictions personnelles. J'ai changé des choses dans ma vie perso, et puis j'ai contribué à changer des choses aussi chez Octo. Et puis chemin faisant, je me suis rendu compte que finalement, ces motivations personnelles, ces motivations professionnelles, elles étaient quand même un peu imbriquées l'une dans l'autre. Et aujourd'hui, moi, je peux le dire, c'est clairement dans l'entreprise que je trouve mon meilleur terrain de jeu pour agir. Et puis ça tombe bien, parce que finalement, c'est un peu devenu un endroit de thérapie aussi. Voilà, et donc du coup, c'est ça dont je veux témoigner aujourd'hui. Ça m'a amusé de voir que Céline, tout à l'heure, parlait aussi d'épiphanie. Céline, notre chamane. Alors, je n'ai pas eu une épiphanie, il n'y a pas dans les mêmes proportions que Céline, mais néanmoins, moi, j'avais eu envie de parler de ma prise de conscience sous forme de l'épiphanie du vivant. En fait, j'utilise ce mot-là, épiphanie du vivant, et puis j'aime bien le mot épiphanie, parce qu'en fait, épiphanie, la définition, c'est la manifestation d'une réalité cachée. Alors, je pense que ça peut paraître étrange, paradoxal, de parler du vivant comme de quelque chose de caché. Et en fait, c'est vraiment ça que je crois que j'ai vécu. Et pourtant, j'ai grandi à la montagne. Et pourtant, moi, mon loisir préféré, c'est de randonner. Il n'y a pas d'endroit où je me ressource mieux que quand je suis au contact de la nature. Donc, moi, j'ai toujours été proche de la nature. Et pourtant, en fait, je pense que je n'avais pas une conscience intime, profonde, de ce que c'est que le vivant. Je pense aujourd'hui que je n'avais pas compris réellement son fonctionnement. Et du coup, j'étais très loin d'avoir saisi l'urgence qui est à agir. Et en plus, comme je vous l'ai dit, je travaille dans le secteur du numérique depuis le début de ma carrière. Bon, le numérique, c'est quand même un peu éloigné du vivant. Et dans toutes mes lectures que j'ai pu faire sur ces différentes prises de conscience, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 grands types de témoignages.
Il y a les gens pour qui cette prise de conscience elle a été progressive. Et puis, il y a des gens pour lesquels il y a eu un moment emblématique. Et en fait, pour moi, il y a eu un moment emblématique. Et en fait, pour moi, ça a commencé par un effondrement. Et c'est très marqué dans ma tête, c'était il y a 5 ans. Et c'était en septembre 2018. Et j'étais dans ma cuisine, j'étais chez moi, et ma fille rentre de cours. C'est sa première semaine de cours. Elle vient d'intégrer un master de management, de l'innovation et de la technologie. Et elle est là devant moi, et je me rends compte qu'il y a un truc qui ne va pas bien. Et en fait, elle m'explique que pendant cette première semaine de cours, tous les profs, qui sont tous des chercheurs au CEA, ce sont des chercheurs au CEA, tous les profs leur ont parlé de limites planétaires. Ils leur ont parlé de ressources finies. Ils leur ont dit que certes, ils allaient les former à l'innovation, mais qu'en tant que jeunes, ils allaient devoir innover dans un monde qui serait de plus en plus contraint par des choses physiques, par une réalité physique de notre planète Terre. Donc, ils ont eu ça pendant le début de la semaine. Et ce jour-là, ce vendredi, où elle est devant moi, le responsable du master, il finit en apothéose et il leur dit qu'il y a un effondrement qui est possible. Il leur dit que le vivant va peut-être s'effondrer. Il leur dit que nos systèmes économiques ont une probabilité de s'effondrer. Il leur parle d'effondrement. Et j'ai ma fille qui est là, qui me dit ça. Elle m'explique que ça a été silence de mort dans l'amphithéâtre. Tous les étudiants étaient sous le choc. Et là, en fait, je sens chez elle un mélange de déprime totale et de colère. Et là, elle y va. Et là, elle me balance ses questions. Et ça y va, hein, 23 ans, ça y va les questions. C'est, mais qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Mais c'est quoi mon avenir à moi? Enfin, c'est quoi notre avenir à nous, les jeunes, dans un monde qui va s'effondrer? Et elle me regarde dans les yeux, elle me dit, mais toi, tu savais ça? Et elle me dit, mais management, technologie, innovation, mais ça rime à quoi? Enfin, qu'est-ce que j'ai fait là? Et puis elle me dit aussi, mais avoir des enfants un jour plus tard, ça rime à quoi? Il est où le sens? Et moi, je suis là face à elle. Mais on répond quoi? Enfin, on répond quoi à sa fille qui pose ces questions-là? Bon, alors franchement, moi, j'ai rien su répondre. Donc, j'étais tétanisée. Je suis restée sans voix. J'étais complètement impuissante. Et ce moment-là, je le revis un peu. Alors, je pense que vous ne le voyez pas, mais là, j'ai la chair de poule parce qu'en fait, je le revis. Parce que j'étais face à ma fille qui avait une détresse et j'étais tétanisée. Et puis, j'avais la colère. J'avais la colère envers moi parce que je me disais, mais c'est pas possible. Ça fait 30 ans que tu bosses en entreprise et en fait, tu es passé à côté de ce sujet-là. Donc moi, ma prise de conscience, elle a commencé à ce moment-là par un effondrement initial. Et je pense que probablement, comme pas mal de personnes qui vivent de manière plus ou moins intense ce type de moment, il y a tout de suite une question qui arrive, c'est qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle? Alors, pour moi, ça a été assez évident. C'est-à-dire que moi, à mon échelle, les premiers pas, c'était de savoir, c'était de comprendre, c'était d'apprendre à côté de quoi j'étais passée. Et je crois que ma curiosité, qui parfois a été un peu une curiosité boulimique, finalement, ça a été mon premier remède pour pas trop me laisser décourager après ce que j'ai vécu. Et alors là, je suis rentrée dans une période où je suis partie dans tous les sens. C'est-à-dire que j'ai lu des choses sur le climat, sur l'énergie, sur la biodiversité.
J'ai lu des trucs sur la rénovation énergétique des bâtiments. J'ai lu des trucs sur l'agroforesterie. J'ai lu des trucs sur la mobilité électrique. Mais je suis partie partout, dans tous les sens. Et puis, à un moment donné, il y a quand même un sujet qui a fait déclic chez moi. Et ce sujet-là, c'est la permaculture. Et la permaculture, c'est une conception de l'agriculture donc, qui se fonde sur une observation très très minutieuse des écosystèmes, une observation des cycles naturels pour pouvoir les imiter. Et dans la permaculture, il y a 3 principes fondateurs, et je me suis tout de suite reconnue dans ces 3 principes fondateurs. C'est prendre soin des humains, prendre soin de la terre et partager équitablement les ressources. Et donc, avec la permaculture, j'ai découvert de nouvelles approches. Quelques exemples. Par exemple, j'ai appris la fertilité des sols. Et j'ai compris qu'on pouvait, de manière assez naturelle, redonner de la fertilité au sol, sans être obligé pour autant d'utiliser des intrants chimiques. La fertilité du sol. On peut réparer nos sols. Et puis, j'ai aussi appris des choses autour de la biodiversité. Si on remet des haies dans nos paysages en France, on ramène de la biodiversité. Si on remet des haies là où pendant des décennies, on les a enlevées pour créer de grandes passerelles, non, pas passerelles, parcelles, des grandes parcelles. Si on remet des haies à ce niveau-là, on ramène de la biodiversité. Et donc, à chaque fois que j'ai commencé à creuser la permaculture, j'ai vu ces nouvelles approches qui réparent. Et j'ai vu plein de retours d'expérience qui étaient positifs. Et là, ça a fait un déclic parce que je me suis dit, OK, pour le vivant, il y a quand même encore un peu d'espoir. Et alors, je me suis posé la question de où est-ce que j'allais agir. Agir dans ma sphère perso, c'était une évidence. Je m'étais dit, il va falloir que je change plein de choses dans ma vie perso. Mais en fait, moi, ça ne m'a pas suffi parce que j'ai fait toute ma carrière dans l'entreprise et puis j'aime le collectif. Et donc, je me suis posé la question, est-ce que je rejoins un écolieu ? Est-ce que je rejoins une entreprise qui s'est déjà construite ou qui a pivoté de manière, cette fois-ci, beaucoup plus en cohérence avec mes valeurs ? Ou bien est-ce que je reste là où je suis, qui est finalement une boîte que j'aime bien, où j'ai un poste de direction depuis pas mal de temps, donc possiblement de l'impact, et où, de toute façon, comme on est dans le numérique, il y a une sacrée transformation devant nous. Donc j'ai décidé de rester chez Octo. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, là, on est en 2019. Et en 2019, il y a chez Octo une poignée d'Octo qui sont déjà conscients de ces enjeux-là, qui sont déjà engagés, avec qui je discute régulièrement et qui sont déjà plus avancés que moi dans des choix qu'ils ont faits dans leur vie perso. Donc il y a déjà cette communauté-là. Et en 2019, c'est aussi l'année où la loi Pacte est promulguée. Bon, ce disant-là, c'est normalement la loi Pacte. Petit bug d'affichage. Et la loi Pacte, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a revisité la notion d'entreprise. Et puis, elle permet aux entreprises de se doter d'une raison d'être, de l'inscrire dans les statuts. Et puis, avec la loi Pacte, on a aussi l'introduction du statut de société à mission. Donc ça, c'est 2019. Et donc, du coup, en été 2019, chez Octo, on décide 2 choses. On décide de se doter d'une nouvelle raison d'être. Notre why d'avant, il datait de à peu près 10-12 ans. Et là, cette fois-ci, on se dit qu'on veut quelque chose de plus sociétal, de plus engagé. Et puis, on décide aussi de se lancer dans l'aventure Bicorp. Donc, chantier raison d'être, chantier Bicorp, ça nous aura pris à peu près 2 ans. Et pendant toute cette période-là, moi, dans ma vie perso, je me mets à questionner tous les pans. Qu'est-ce que je mange ? Comment je me déplace ?
qu'est-ce que j'achète, où est-ce que je mets mon argent. Donc en fait, tout y passe. Et en fait, petit à petit, en faisant ça, je me rends compte, parce que j'en discute avec mes collègues, qu'il y a une sorte de pattern, de cheminement qui est en train de se faire, qui est un peu toujours le même. C'est-à-dire que je découvre un sujet. Ensuite, je le creuse. Et en fait, en le creusant, moi, j'ai toujours une satisfaction intellectuelle. En fait, j'ai un plaisir à comprendre un petit peu mieux comment ça s'est passé. Donc, je laisse plaisir là intellectuel. Mais très vite, à tous les coups, j'ai une indignation. Il y a un truc qui commence à faire monter de la colère en moi. Parfois, c'est même de la honte. Et j'ai souvent eu cette expression, mais on marche sur la tête, sur certaines choses que j'ai découvertes. Et puis aussi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, en fait, dès que je sais quelque chose, dès que j'ai appris quelque chose, en fait, je ne peux plus désapprendre. En fait, c'est foutu, c'est cranté dans ma tête. En fait, je ne peux pas faire l'autruche. Je le sais, et donc du coup, il faut que j'en fasse quelque chose. Et donc du coup, la quatrième étape un peu de ce pattern ou de ce cheminement, c'est j'essaye d'en faire quelque chose dans ma vie perso. Et après, très très naturellement, ça vient tout de suite après, j'en discute avec mes collègues dans ce petit groupe au départ d'Octo engagé, et on essaye de voir ce qu'on peut faire bouger chez Octo. Alors au tout début, les sujets là que je découvre, ils venaient de ma veille perso. Et puis maintenant, il y en a très peu qui viennent de ma veille perso, parce qu'aujourd'hui, la plupart des sujets, ils me sont poussés, suggérés par la communauté des Octos. Parce qu'en fait, ce petit groupe, il a grossi. Et ce petit groupe partage. J'aurai l'occasion d'y revenir après. Et donc ça me nourrit. Ça nourrit ma curiosité et ça me donne de l'énergie. Et j'ai eu un apprentissage, quelque chose que j'avais envie de vous partager, c'est que jusqu'à ce jour, j'ai aucun changement personnel qui n'a pas de résonance ou de terrain d'application en entreprise. En fait, je vois qu'il y a un pont direct. Et j'ai choisi 2 exemples pour ça. La première chose, c'est la question des choix alimentaires. J'ai choisi cet exemple-là parce que c'est un de mes apprentissages les plus marquants de la difficulté à changer en entreprise. Alors, cette photo, elle a été prise à l'occasion d'une exposition, la Cité des sciences et de l'industrie. C'est une exposition qui tourne encore. Je vous invite à aller la voir. C'est une exposition sur l'urgence climatique. Ce sont des sculptures pour représenter les données d'alimentation, pour permettre aux visiteurs de mieux visualiser ce de quoi il en retourne. La montagne rouge, elle représente l'empreinte carbone qu'il faut pour produire 1 kg de bœuf. 28 kg de CO2. La bleue, c'est l'empreinte carbone pour le poisson. L'orange pour le poulet. Le poulet, on est aux alentours de 5,5 kg. 28 pour le bœuf, 5 pour le poulet. Le gris, c'est le riz. Et après, si vous voyez, il y a des petits monticules, des petites pyramides à côté. Ça, ce sont tous les aliments d'origine végétale. Et la toute petite pyramide, là, juste devant, c'est la pomme de terre. Et la pomme de terre, pour produire 1 kg de pommes de terre, eh ben, on émet 400 grammes de CO2. 28, 5, 400. Et donc, on voit que nos choix alimentaires, ils ont un impact direct sur le climat, sur l'eau. Et en fait, là, il y a une bonne nouvelle. C'est qu'en fait, on peut agir à titre individuel. C'est-à-dire que moi, je peux choisir ce que je mets dans mon assiette. Moi, je peux choisir. Et j'ai choisi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne mange quasiment plus de protéines animales. Et après, la question, elle se pose quand j'ai des amis à la maison, de la famille. Là, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, aujourd'hui, servir un repas végétarien, on n'est pas dans les codes traditionnels.
Et en toute sincérité, parfois avec certains invités, avec certains convives, je sens que ça va être très compliqué, que je ne vais pas avoir l'énergie d'expliquer pourquoi je sers un repas végétarien. Et du coup, je ne le fais pas. Parce que ce n'est pas si facile que ça tout le temps. Et puis alors, chez Octo, du coup, j'ai eu envie d'impulser ce changement-là. Alors, chez Octo, on n'a pas de restaurant d'entreprise, mais on fait régulièrement des événements, comme ça, par exemple avec l'USI, où on fait des événements collectifs avec toutes les équipes. Et mon envie à ce moment-là, c'était de dire je veux supprimer toute la viande de tout ça. Je voulais vraiment qu'on serve que des repas végétariens. Parce que pour moi, dans mes convictions, l'entreprise, elle a un devoir d'être exemplaire. Elle a aussi un devoir de montrer que un repas végétarien, ça peut être bon. Ça peut même être très bon. Et puis il y a aussi, pour moi, ce devoir de montrer qu'on peut participer à une fête très sympa entre collègues sans forcément être autour d'une côte de bœuf ou de merguez. Et ça fait partie de mes convictions très profondes. C'est-à-dire, en entreprise, on peut bouger. On organise, allez chez nous, on organise un événement collectif d'équipe, je ne sais pas moi, tous les 2 mois, tous les 3 mois, donc c'est rien. Enfin, ce jour-là, on peut faire du VG. Voilà. Et à côté de ça, on a des repas d'équipe, des rituels qui, eux, sont organisés directement par les équipes. Là, c'est les équipes qui font leur choix. Et là, on s'est posé la question de ce qu'on allait faire. Et avec un petit groupe, on a interrogé, on a consulté. Et en fait, on avait des personnes très radicales qui disaient « mais on supprime la viande tout de suite, il n'y a pas de débat ». Et puis, de l'autre côté, on avait des personnes qui disent « non, nous on adore ça, on ne voit pas pourquoi on devrait se priver de ce plaisir-là ». Donc on a hésité beaucoup. Et puis finalement, on a opté pour une transition un petit peu plus douce, au cas où il y a des résistances. Alors, on pousse toujours le végétarien. On leur dit quand même, ça serait quand même mieux. Mais on a ouvert la porte. C'est-à-dire que, alors cette année, on a arrêté la viande rouge. Donc, on a dit, ça pour le coup, là, 28 kilos, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de viande rouge. Mais vous pouvez encore acheter du porc, de la volaille. L'année prochaine, on supprime le porc. Et l'année d'après, on supprime la volaille. Donc en fait, en 3 ans, on aura supprimé toutes les protéines animales de nos événements, de nos rituels octo. Alors tout ça, c'est accompagné d'explications, de communication. C'est important de dire le pourquoi de ces décisions-là. Donc ça, c'est sur notre intranet, c'est marqué. Mais c'est compliqué, parce qu'en fait, je sais qu'il y a des gens qui râlent. Je sais. Je sais qu'il y a même des gens qui contournent la règle. Je sais qu'il y a des gens qui se disent « bon, on ne va pas passer par la filière achat pour booker notre rituel d'équipe, on va faire une note de frais, on va la passer et ça va passer ». Donc je le sais, ça. Et donc, c'est des discussions avec les équipes. Donc moi, ça me demande beaucoup de détermination. Donc d'ailleurs, j'ai découvert à cette occasion-là que en fait, je lâche rien. Voilà, et donc du coup, on discute, ça demande de la pédagogie, ça demande de la patience, mais pour moi, il n'y a pas de choix, on n'a pas le choix tant qu'il n'y a pas une nouvelle norme sociale qui s'est installée. Et là, j'ai un apprentissage par rapport à la relation à la nourriture que je voulais vous partager. C'est quand j'ai pris du recul par rapport à ce qui s'est passé, je vois une vraie différence entre les gens qui ont compris le problème, qui ont compris le sujet des enjeux climatiques, et ceux qui n'ont pas compris, qui ne sont pas encore formés ou qui pensent qu'ils savent un petit peu, mais pour qui c'est superficiel. Et ça, j'y reviendrai après parce que c'est pour moi quelque chose de clé. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est le fait de regarder ces poubelles. Ça, c'est une photo qui représente le 7e continent. Un continent de plastique
C'est un vortex de plastique, donc c'est un amas de sacs de plastique, de déchets divers et variés. C'est dans le Pacifique Nord et ça fait 1,6 million de kilomètres carrés. 1,6 million de kilomètres carrés sur une profondeur de plusieurs dizaines de mètres. Cette superficie-là, c'est l'Allemagne, la France et l'Espagne réunies. Et ça, c'est dans le Pacifique Nord. Et moi, le jour où j'ai appris l'existence de ce 7e continent de plastique, je ne me suis pas sentie très bien parce que j'ai eu honte. Je me suis dit, c'est pas possible. Il y a forcément dans cet amas-là un petit bout de plastique qui vient d'un truc que j'ai dû acheter à un moment donné. Donc c'est ça que je me suis dit et je n'ai pas réussi à m'enlever ça de la tête. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas. Si mon petit bout de plastique il n'est pas là, il doit être ailleurs, de toute façon. Et du coup, j'ai commencé à regarder mes poubelles avec un nouvel œil. J'ai regardé mes placards aussi avec un nouvel œil. Et en fait, dans la vie perso, ce qui est bien, c'est que ça, c'est visible. Parce que les poubelles, les placards, ça rend visible nos choix de consommation. Et moi, quand je les ai sous les yeux, je ne peux pas tricher, je ne peux pas me dire que ce n'est pas là. Et là, j'ai commencé aussi à re-questionner tous mes choix. Qu'est-ce qui est superflu, qu'est-ce qui est essentiel? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ce truc-là? Quand j'ai besoin d'acheter quelque chose, je vais essayer, voilà, vous le savez tous, essayer d'acheter plus ou moins d'occasion. Si je ne peux pas et que j'achète du neuf, moi, je suis devenue... je vais dire obsessionnelle, mais parfois c'est peut-être pas très loin. J'ai besoin de savoir d'où ça vient, j'ai besoin de connaître le mode de transport, j'ai besoin de connaître la matière. L'année dernière, moi, j'ai été traumatisée par le talk d'Aurore Stéphan sur l'extraction de matière. Donc maintenant, quand j'achète quelque chose, la matière de ce que j'achète, c'est super important. Le jour où ce sera cassé, est-ce que je peux le réparer? Le jour où ce sera plus utilisable, ça va partir où? Donc ça, c'est des choses que je fais dans ma tête, c'est dans ma vie perso. Et cette question du superflu, cette question de l'essentiel, forcément, je l'ai emmenée dans l'entreprise. Mais elle est compliquée. Elle est compliquée parce que les poubelles, les achats, c'est nettement moins visible en entreprise. Nettement moins visible. Et pourtant, ça dit tout de la chaîne de valeur. Ça dit tout de la matérialité de son activité. Alors, encore plus qu'on est dans le numérique. Mais c'est important de prendre conscience de ça. Et ça vient aussi, je trouve, questionner nos modèles d'affaires. Chez Octo, concrètement, on a mis en place plein de choses sur notre operating model pour pousser un peu plus loin la durée de vie des équipements, tout ce genre de choses. Je n'ai pas forcément envie de faire une liste à l'après-vert de tout ce qu'on a pu mettre en place parce que l'essentiel aujourd'hui, ce superflu, on le met où dans notre modèle d'affaires? Notre numérique, c'est quoi sa juste place? Où est-ce que le numérique est essentiel dans nos modèles d'affaires, dans vos modèles d'affaires? Et où est-ce que, en fait, on pourrait peut-être s'en passer? Et là, chez Octo, d'ailleurs, nous, on commence à regarder les approches low-tech. Parce que franchement, on n'est pas obligé de tout numériser. Et c'est un peu cette gymnastique-là qu'on essaye aussi de s'appliquer et puis d'appliquer quand on a des conversations avec nos clients. Et pour moi, il y a aussi un sujet qui est important, c'est que comme c'est difficile de se rendre compte de la matérialité de son activité, c'est important d'aller mesurer. Et il y a un outil qui est extraordinaire pour ça, c'est le bilan carbone. Alors, ça ne mesure pas l'eau, ça ne mesure pas la biodiversité, mais pour commencer, franchement, c'est très très bien. Et le bilan carbone, nous, la première fois qu'on l'a fait, c'était en 2020, c'était à l'occasion de la certification B Corp. Et là, nous, on a décidé de la faire de manière très courageuse et sans compromission. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que jusqu'à janvier de cette année, la réglementation en France imposait aux entreprises, à partir d'une certaine taille, de faire un bilan carbone sur scope 1 et scope 2. Vous n'étiez pas obligé de faire dans le scope 3. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le scope 3? Dans le scope 3, il y a les achats, il y a les déchets, il y a la fin de vie. Et surtout, dans le scope 3,
il y a les produits et les services vendus par l'entreprise. Donc moi, là, j'ai une conviction super forte. C'est-à-dire qu'une entreprise qui ne fait pas son bilan carbone sur les 3 scopes, c'est tricher. C'est tricher. Donc nous, on l'a fait sur les 3 scopes. Et quand on a eu les résultats, on s'est pris une claque. Bon, on savait qu'on allait être très fortement sur le scope 3. 97% de notre empreinte, elle est sur le scope 3. Mais 50% de notre scope 3, c'est sur les produits et les services. C'est-à-dire sur notre cœur de métier. Le fait que chez Octo, on bosse avec nos clients sur le numérique, c'est 50% de notre bilan carbone. Donc quand on voit ça, quand au niveau direction, on se dit bon, on va prendre la décision de se mettre dans les accords de Paris, ben là, on n'a pas le choix. Il faut qu'on aille réduire partout, partout, partout. Et pour réduire partout, pareil, on n'a pas le choix. Ça fait partie de mes grands apprentissages. On n'a pas le choix. Il faut embarquer tout le monde. Il faut embarquer tout le monde. Toutes les fonctions, elles doivent être embarquées là-dedans. Donc au départ, on a sensibilisé chez Octo. On a sensibilisé, on a fait la fresque du climat. Je crois qu'il y a beaucoup de boîtes aussi qui ont fait comme nous la fresque du climat. Et puis après, on a arrêté de faire la fresque du climat. Parce que quand vous faites la fresque du climat tout seul avec vos collaborateurs, eh ben en fait, vous les laissez dans un état, ils sont déprimés, ils ne savent pas quoi faire. Et donc là, on a créé, nous, notre propre formation. Donc on commence toujours par la fresque du climat, parce qu'elle est intéressante pour comprendre les sous-jacents du problème. Mais après, très très vite, nous, on a mis un autre atelier. Je vais faire de la pub, l'atelier 2 tonnes, il est extraordinaire. Couplé à la fresque du climat, c'est extraordinaire, c'est puissant. Ça donne aux personnes des clés pour agir. Des clés pour agir dans leur vie perso, leur vie de citoyen. Et nous, on a rajouté une petite demi-journée à ça pour inviter tous nos collaborateurs, collaboratrices à réfléchir ce qu'ils peuvent changer dans leur métier au quotidien avec leur équipe. Et ça, c'est une formation. Et pour moi, aujourd'hui, le devoir de l'entreprise, c'est de former, pas sensibiliser, former. Et là, on forme à la fois le citoyen, le salarié dans un même mouvement. Ça, c'est la chose la plus importante. Je vous laisse lire cette citation. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés peuvent changer le monde. C'est toujours comme ça que cela s'est passé. Et moi, c'est ce que je vis chez Octo. C'est-à-dire que ce petit groupe de personnes, 5-6 personnes, cette poignée de personnes en 2019, aujourd'hui, je pense qu'il y en a plus de 200 ou 300. Boîte de 800 personnes, on a encore un peu de taf, mais ça bouge. Et ça donne de l'espoir. Parce qu'en fait, dès qu'on donne, ça aussi c'est un de mes apprentissages, dès qu'on donne de l'espace aux équipes pour réfléchir, échanger, expérimenter, prendre des initiatives, eh bien des choses magiques qui arrivent. Là, j'ai mis 3 exemples. Il y a 2 ans, il y a 2 consultantes qui sont venues me dire, c'est la photo de gauche, ah mais ça serait bien dans les locaux d'Octo qu'on ait un petit coin pour pouvoir afficher des posters liés au climat, à la biodiversité, tout ça. Je dis mais c'est génial. J'ai dit mais je ne vais pas vous donner un petit coin, je vais vous donner la cafétéria. Je vais vous donner je donne rien. Mais on va faire en sorte que la cafétéria, ça soit le nouvel espace Octo s'engage. Dans cet espace, il y a une bibliothèque, il y a des BD, il y a des livres. Tout le monde peut venir les prendre, c'est sur ces sujets-là. Deuxième exemple, la friperie. L'année dernière, initiative de plusieurs Octos. Pareil, qui viennent me voir et qui me disent
On comprend qu'il faut être un peu plus dans l'économie circulaire. On a plein de choses chez nous. On a des fringues d'enfants, des fringues. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un petit endroit chez Octo où on pourrait avoir une friperie? Donc ça, c'est auto-organisé. La seule chose que moi je leur ai dit, je suis fan de l'idée, mais je ne veux pas que ça ait un look des puces de Saint-Ouen. Donc, OK pour une friperie, mais je veux que ce soit quali. Donc, ils ont fait quelque chose de super quali. Ça tourne tout seul. Quand il y a des vêtements qui, au bout d'un moment, sont là, depuis pas mal de temps, en fait, ils les prennent et les donnent à des assos. Ça tourne tout seul. Dernière chose, Octo Academy, la formation dont je vous ai parlé tout à l'heure, la formation initiale pour la prise de conscience, ça n'a pas été une demande de la direction. Chez Octo, on a plein d'autres formations pour apprendre à coder, designer en éco-conception, comment est-ce qu'on peut faire de la data responsable. Ce n'est pas des demandes de la direction. Ça émerge des personnes quand ils ont compris. Quand ils ont compris qu'en tant que designer, il fallait qu'ils changent leur geste de designer, et ben, forcément, ils ont envie de créer cette formation pour la diffuser autour d'eux. Donc en fait, c'est ça qui s'est passé. Et alors, effet qui se coule extraordinaire, c'est que c'est des formations qu'on joue sur nous, qui sont bonnes pour nous, et puis du coup qu'on met à disposition de nos clients. Non mais, il y a des choses, franchement, c'est absolument magique. Donc il y a des belles choses qui se passent en entreprise, et moi, ça me fait du bien. Et au-delà de l'entreprise, aujourd'hui, c'est important de socialiser un peu cette épiphanie, donc c'est un peu ce que je fais là avec vous. Et mes collègues le font aussi. Et donc on est de plus en plus investi dans notre écosystème avec d'autres acteurs du numérique. On est investi auprès d'autres entreprises, donc la communauté des Bicorp qu'on a rejoint. Comme le disait Laure, avec une de mes collègues, on a participé à la première CEC, la Convention des entreprises pour le climat. C'est une expérience incroyable pour des dirigeants. Il y a des nouvelles sessions qui se passent en région dans tous les domaines. Je ne peux que vous inviter à aller vivre cette expérience de la CEC. Ça fait des déclics. Et puis on réfléchit aussi avec des écoles. Comment les aider à changer les gestes autour du numérique. Comment aider aussi à aller plus loin dans le low-tech. Et on commence tout doucement aussi à discuter avec nos clients. On en est au début. Mais moi, c'est ça que j'attends avec impatience. Parce qu'en fait, si on veut vraiment bouger les modèles d'affaires, c'est aussi avec nos clients qu'on doit avoir ces discussions qui sont confrontantes. C'est-à-dire, quel est le numérique dont vous avez besoin? Comment est-ce qu'on peut vous aider à numériser juste ce qu'il faut? Voilà. Alors, en guise de conclusion, c'était un témoignage. J'avais envie d'illustrer ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti sur ces 5 dernières années. J'avais envie de vous partager ce que j'ai changé dans ma vie perso, comment ça s'est imbriqué, ce que j'en ai fait dans la vie aussi professionnelle. Parce que pour moi, l'entreprise, c'est un formidable endroit pour changer. C'est un formidable endroit pour aller mieux. Et finalement, en fait, aujourd'hui, là, devant vous, moi, ça me fait hyper du bien d'être là. Et c'est un peu le début de la solution, quelque part. C'est-à-dire aider Octo à bifurquer, vous partager un peu nos cheminements, voilà, un début de solution. Merci.